Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, nous le détruisons. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. De même, il n'y a pas un hectare de marijuana, parce que la marijuana est maintenant produite légalement sur le territoire des États-Unis. C'est une marijuana enrichie. Actuellement, les États-Unis sont en train d'attaquer le Venezuela. En 10 jours, on est passé des États-Unis qui voulaient combattre les narcotrafiquants vénézuéliens au Venezuela qui annonce monter une armée pour faire la guerre aux États-Unis. Destroyers de l'armée, hélicoptères, avions de chasse, des bateaux qui pètent, ça tire des missiles. The U.S. is deploying 4,000 additional troops. The Marines and sailors will be used to combat cartels, a focal point of President Donald Trump. Le peuple vénézuélien se mobilise à l'appel de son président qui craint une invasion américaine. Ses mères de famille apprennent à tirer au bazooka, pendant que d'autres s'essayent au lance-roquettes ou bien au fusil d'assaut. Ces armes sont très pratiques et faciles à utiliser. Quand le moment viendra de prendre les armes, il faudra le faire. Trump administration also recently doubling to $50 million its reward for the arrest of Venezuelan leader Nicolás Maduro. They continue to send into our country. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring violence into our country. He is one of the largest traffickers in the world. A nuclear-powered attack submarine, several destroyers, and more are also being deployed. Parce qu'on va faire ça en 3 étapes. On va voir comment Trump est passé en quelques jours de on va combattre les narcotrafiquants vénézuéliens à on va faire péter les bateaux des narcotrafiquants vénézuéliens à la prochaine fois que le Venezuela il fait voler des avions autour de nous, on les pète en vol. Déjà, il faut savoir que parmi les nombreux problèmes que les États-Unis ont, les trafics de drogue, et surtout ceux qui proviennent soit du Mexique, soit de leur côte, c'est vraiment une gangrène chez eux. On en est même au stade où le gouvernement américain a déjà classé certains groupes de trafiquants comme groupes terroristes. Nous avons Maduro, le président du Venezuela, qui a révélé ce qui se cache derrière le déploiement militaire des États-Unis dans les Caraïbes. Le Venezuela possède la principale réserve de pétrole au monde, désormais augmentée par les nouveaux facteurs de récupération permis par la technologie. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant du Venezuela. Et maintenant, comme d'habitude, on trouve le pétrole quelque part, les Américains doivent arriver pour installer la démocratie. Façon de dire dans leur propagande qu'ils partent détruire le pays pour en faire des républiques bananières. Contrôler les richesses multiples du Venezuela. Voilà la vérité. C'est la véritable raison pour laquelle les États-Unis ont déployé des navires de guerre ainsi que des avions de combat, des missiles et un sous-marin nucléaire près des côtes vénézuéliennes. Et ils ont dit quoi? Le prétexte, c'est pour contrôler le trafic de filons. Oui, le mot, vous savez ce que je veux dire. Le trafic de trucs qui tirent là, que ce soit par les narines ou par la bouche. En tout cas, dans cette émission, le président d'un des pays sud-américains qui veut réellement le changement nous dit des vérités de manière crue. Nicolás Maduro ne se cache plus et ne s'encombre plus d'une diplomatie inutile qui, de l'autre côté, est utilisée pour pouvoir justifier les différentes attaques. Espérons qu'un jour, nous connaîtrons un véritable ordre mondial où nul ne pourra bloquer un pays souverain par caprice, par intérêt ou parce qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète. Cela arrivera, soyez-en sûrs. Cela arrivera et marquera le début de la grande liberté mondiale. Écoutons cette interview, on va en apprendre beaucoup. Soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de conversation avec Correa. Nous avons la chance d'accueillir un invité de marque, en la personne du président de la République bolivarienne du Venezuela,
Monsieur Nicolás Maduro Moros. Monsieur le Président, soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est pour nous une grande joie de te recevoir ici, au palais présidentiel, dans ce salon Simón Bolívar, devant ce tableau légendaire d'un grand peintre de la Nouvelle-Grenade, un Colombien, pour qui Bolivar a posé, ainsi que ce salon qui a été le témoin de grands événements historiques de notre pays. Que de choses vécues ensemble, que de moments et de souvenirs d'un dirigeant extraordinaire d'Amérique latine que fut le commandant Hugo Chavez. Je me rappelle les critiques de la presse et les tentatives de détruire sa réputation. Je me souviens quand il s'est rendu en Équateur. Lorsque nous sortions dans la rue, il nous était impossible de marcher, tant la foule était nombreuse. C'est de l'amour, oui. Pour nous saluer. Même chose avec Fidel. Parlons donc un peu de la situation actuelle. Tu as dit au sujet d'Obama, prix Nobel de la paix, qu'on le lui avait donné alors qu'il ne l'avait pas encore mérité. Et même qu'il ne l'avait jamais mérité du fait des déstabilisations de gouvernement, des guerres, des interventions, et en 2015, du décret désignant le Venezuela comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est là que ça commence. Ça a même commencé en 2013, mais rien encore de bien concret. Mais là, ils ont commencé à appliquer des sanctions au Venezuela. Et aujourd'hui, on a une flotte avec même un sous-marin nucléaire au large du Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue. Car le président, vous donc, êtes à la tête du cartel de Los Soles et du trafic. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est leur objectif? Ils cherchent beaucoup de choses. Et d'abord le pétrole. Le trafic de drogue n'a rien à voir là-dedans. C'est le pétrole. C'est le gaz. Le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole du monde. Réserve qui augmente du fait des nouvelles techniques d'extraction. Nous avons la 4e réserve de gaz dans les Caraïbes où ces gens ont, comme par hasard, envoyé leur flotte. Et le Venezuela a ce qui pourrait être la première réserve d'or au monde. Mais ce n'est pas tout. 30 millions d'hectares de terres arables, de l'eau. Nous avons un aquifère gigantesque. Nous avons l'Orénoque. Au sud et au nord de l'Orénoque, qui traverse toute la partie sud du pays, nous avons de l'eau potable à profusion. Le Venezuela occupe une position géographique fondamentale. Il est au nord de l'Amérique du Sud et regarde vers l'Amérique centrale. Mais nous avons une autre richesse. Nous avons le bolivarisme, le projet bolivarien et le chavisme. Il s'agit d'un projet d'indépendance de toute notre grande patrie. C'est un projet républicain et profondément démocratique. C'est le socialisme de notre siècle. Notre socialisme. Ce n'est pas le socialisme du passé, tel qu'on l'a connu. C'est le socialisme démocratique, libertaire. C'est le socialisme de la diversité culturelle. C'est ce qu'ils tentent avec leur narratif hollywoodien de salir. Ils veulent ternir la République bolivarienne du Venezuela, ses dirigeants et son président. Et ce faisant, ils tentent une opération pour nous agresser. Et donc, nous avons au large de nos côtes, dans les Caraïbes, 8 bateaux de guerre, du jamais vu. Pour mémoire, il faut remonter à la crise de 62, lorsqu'ils ont imposé le blocus de Cuba. 8 bateaux de guerre, 1200 missiles qui pointent sur nos têtes, un sous-marin nucléaire. Et maintenant, ils parlent de Porto Rico, où se serait rendu le chef du Pentagone. La gouverneure de Porto Rico a déclaré que Porto Rico servirait de base pour une opération militaire contre le Venezuela. Elle l'a dit. La gouverneure de Porto Rico soutient une éventuelle opération militaire. Eh bien voilà, ce que je lui réponds, moi, à la gouverneure de Porto Rico. Si vous dites que vous voulez envahir le Venezuela, passez devant. Vous m'entendez? Débarquez avec le premier bateau. Ici, les femmes vénézuéliennes vont vous recevoir. Vous m'entendez? Car je sais, moi, que le peuple de Porto Rico s'opposera à ce que Porto Rico soit transformé en base militaire pour agresser ses frères d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à mettre en avant par l'intimidation militaire. C'est l'extrême droite, les intérêts de l'Empire. Car au niveau national, nous les avons mis en échec sur tous les plans. Les groupes d'extrême droite qui représentaient au Venezuela les positions les plus rétrogrades
les moins patriotiques, les plus colonialistes de l'Empire américain ont disparu chez nous. Au Venezuela, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est la coexistence, la tolérance, la participation. Plusieurs élections se sont tenues, toutes se sont déroulées, sans problème. Il y a eu une présidentielle anticipée, nous avons élu les 24 gouverneurs, les 335 maires, tout par le suffrage universel. Une nouvelle Assemblée nationale a été élue pour la législature 2026-2031. Nous tenons en permanence des consultations populaires sur des projets publics. L'économie a été restaurée grâce à nos efforts, Une nouvelle économie se met en place progressivement. Et donc, l'Empire américain joue un jeu dangereux non seulement pour la région, mais également pour lui-même. C'est un jeu extrémiste. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons, ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, nous le détruisons. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. De même, il n'y a pas un hectare de marijuana, parce que la marijuana est maintenant produite légalement sur le territoire des États-Unis. C'est une marijuana enrichie. Il y a même certains présidents des États-Unis qui en consomment. Et toute la consommation de drogue aux États-Unis. Ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent, même Obama le reconnaît. Voilà les cartes. Sur les cartes, c'est très clair. Correa, Rafael, je suis habitué à t'appeler président. Et toi, tu m'appelles Nicolas. Et donc, je dois te dire, voici les cartes. Ça, c'est la cocaïne. Toute la cocaïne est produite en Colombie. Pourquoi? Parce qu'en 40 ans, de pouvoir oligarchique, l'oligarchie s'est perpétuée pour devenir une oligarchie de narcotrafiquants. Avec 7 bases militaires américaines. 8 bases militaires. 8 bases militaires. Le plan Colombier. Ils ont mis plus de 100 milliards de dollars. La cocaïne. La Colombie possédait plus d'hélicoptères de combat que de pilotes. Oui. Pour le plan Colombie. Autrefois, la cocaïne sortait par les ports du Pacifique colombien. À présent, 70% de la cocaïne produite en Colombie sort par les ports de l'Équateur. Voilà les données. 87% de la cocaïne produite en Colombie sort par le Pacifique. 8% passe par le nord, la Guajira colombienne. Et ce sont seulement 5% qui tentent de passer par le Venezuela. De ces 5%, je crois que ça représente plus de 100 tonnes. Nous parvenons à en saisir et en détruire plus de 70%. Ce sont les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le trafic de drogue. D'accord? Sinon, il y a les données de l'Organisation mondiale des douanes. Et ces données correspondent au rapport de l'Union européenne et de l'ONU-DC. Là, c'est très facile. Regarde. Tous disent que ce sont les routes de la drogue. Ça, c'est officiel. Ce ne sont pas les rapports du Venezuela. Ce sont les rapports de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale des douanes. Et l'Organisation mondiale des douanes dit que toute la cocaïne est transportée par des navires et des compagnies équatoriennes. Voilà la vérité. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Envahir le Venezuela, Monsieur le Président, serait un suicide, comme peuvent le dire ceux d'entre nous qui connaissent le Venezuela. Comme vous l'avez dit, 8 millions de personnes ont répondu à l'appel de rejoindre les milices populaires.
Mais il y a eu une attaque chirurgicale, comme ils appellent cela, qui en réalité ne sont jamais des frappes chirurgicales. Il y a toujours des victimes collatérales. Je parle de civils blessés, etc. Peut-on être sûr que cela puisse être évité, sachant qu'il y a des milliers de missiles pointés sur le Venezuela? Ce serait une folie. Mais ils ont déjà fait preuve de folie, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est que nous sommes de facto en état de guerre. Nous avons un fou avec un bouton nucléaire. Le pape François, repose en paix, cher pape François, il l'a dit il y a déjà plus de 2 ans, nous ne nous dirigeons pas vers la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Je pense que c'est le cas. L'Empire américain a un plan de guerre pour tenter d'imposer son hégémonie politique, économique, culturelle et militaire dans le monde. C'est impossible. C'est impossible car un nouveau monde a déjà émergé. Le monde multipolaire est déjà un fait. De nouvelles régions puissantes, de nouveaux pays puissants sont là. Ce sont des puissances économiques, technologiques, scientifiques, culturelles et militaires. La Chine, la Russie et l'Inde sont les 3 fleurons du monde multipolaire. Mais l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes vont de pair avec tout cela. Le monde multipolaire existe déjà. Il est là. Et les États-Unis ont un plan pour forcer cette situation nouvelle. C'est pourquoi ils parlent d'imposer la paix par la force. Ce n'est pas la paix, car la paix dont ils parlent est celle de l'esclavage, du colonialisme, des cimetières. De la pacification. Oui, les gens ne veulent ni la paix romaine, ni la paix américaine impériale. Ils veulent la paix basée sur l'égalité, la souveraineté, l'indépendance, l'identité nationale. Avec la justice sociale. Avec la justice sociale. Donc la paix qu'ils veulent imposer n'est pas la paix, c'est la guerre et le grand business autour des armes. Je fais tout simplement confiance à l'opinion publique mondiale. Et j'adresse également un message permanent au public américain. Le peuple américain en a assez des interventions militaires, des massacres, des changements de régime. L'administration américaine actuelle crée un faux récit pour justifier une action militaire, déclencher une guerre en Amérique du Sud pour changer de pouvoir et pour coloniser le Venezuela. Et en colonisant le Venezuela, ils colonisent les Caraïbes, l'Amérique du Sud et au-delà. Ils ne sont supérieurs à personne, pas du tout. Les États-Unis doivent abandonner l'idée de supériorité sur qui que ce soit. Nous ne pouvons pas laisser la suprématie raciale, de classe oligarchique ou politique s'installer. Non, autrement, cela reviendrait à un nouveau colonialisme. Je demande toujours à la population et aux militaires, levez la main, ceux qui veulent redevenir une colonie. Personne. Levez la main, ceux qui veulent être esclaves. Veux-tu être esclave? Veux-tu être esclave? Veux-tu être esclave? Parce que leur projet est de nous asservir. Le meilleur exemple qu'ils veulent imposer au monde, c'est Gaza. C'est la Palestine. Il s'agit d'exterminer tout un peuple, une culture, et de dire au monde qu'ils veulent exterminer qui ils veulent. Ce n'est pas le monde que le peuple américain veut. Personne ne le veut. Est-ce qu'il accepte un changement de régime pour imposer un néocolonialisme mondial? Non. Le Venezuela est en paix, nous sommes sûrs de la voie à suivre, nous sommes du bon côté de l'histoire et nous faisons partie du monde multipolaire qui a déjà émergé. Nous faisons partie de ce monde multipolaire et nous menons nos batailles comme bon nous semble. Aujourd'hui, nous sommes solides et unis pour construire le pays et non pour attaquer qui que ce soit. Nos forces militaires ne sont pas conçues pour envahir qui que ce soit et attaquer où que ce soit. Regardez ce qui s'est passé.
Nous avons libéré notre pays. Correa, vous connaissez bien le Venezuela. Je peux vous dire que dans la lutte contre les gangs criminels, le train d'Aragua, le train del Llano et tous ces gangs, nous avons réussi à plus de 90%. Nous avons exterminé ce gang local, appelé le train d'Aragua. Maintenant, ils en ont fait un mythe, une légende pour justifier l'agression économique, politique et, dernière en date, la menace militaire. Et je pense que notre pays a certainement des problèmes. Des erreurs ont été commises, c'est certain. Mais il y a une erreur que notre peuple ne commettra jamais. C'est l'erreur de trahir notre histoire, de trahir l'héritage libérateur du peuple vénézuélien et des peuples d'Amérique du Sud. Si nous devons nous battre, notre peuple se battra avec sérénité, fermeté, amour profond et passion, ce que les envahisseurs, les agresseurs n'auront pas. Quelqu'un peut-il se lever, Raphaël, pour défendre le colonialisme, le nouvel esclavage? Malheureusement, certains latino-américains le font. Je sais. Malheureusement, il y a des traîtres dans notre Amérique. Au Venezuela, conformément à la Constitution, appeler à une invasion, soutenir une invasion, encourager les bombardements et la violation de la souveraineté nationale est un crime contre la patrie. L'ancien président équatorien, Guillermo Lasso, vient de déclarer lors d'une interview sur CNN avec Fernando del Rincón qu'il soutiendrait un bombardement américain sur le sol équatorien pour lutter contre le trafic de drogue. Depuis quand combat-t-on le trafic de drogue par des bombardements? Comment est-ce possible de laisser bombarder son propre pays et il ne se passe rien? Ce traître devrait en répondre devant la justice. Bien sûr, car il existe une droite née en réaction au mouvement progressiste de 2003 à 2014-2015. C'est une droite nostalgique, extrémiste et traîtresse, la pire droite ayant existé en 150 ans sur le continent. Car il y a toujours eu la droite et la gauche, le centre-droit et le centre-gauche, mais avec des positions politiques raisonnables, constitutionnelles et souvent nationalistes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ce ne sont que des agents de l'étranger et impérialistes et non des leaders politiques. J'ai écouté des dirigeants de droite opposés à votre gouvernement, Monsieur le Président, mais qui sont des patriotes et des nationalistes, dire « Je suis peut-être totalement opposé au chavisme, au gouvernement du président Nicolás Maduro, mais au premier coup de feu tiré sur un soldat vénézuélien, nous avons tous un seul gouvernement et une seule patrie. Ils uniront le peuple vénézuélien. » D'accord. Il en sera ainsi. En tout état de cause, il est indéniable qu'ils ont du pouvoir. Ils ont un pouvoir médiatique au niveau national et international, qu'ils peuvent générer un consensus puis un consentement, qu'ils peuvent faire croire surtout à ceux qui le veulent bien, au plus grand mensonge. Le fanatisme, la haine irrationnelle peuvent faire croire à l'impossible et nier l'évidence. Et il s'avère que la production de cocaïne en Colombie a augmenté, surtout sous le gouvernement d'Iván Duque. L'Équateur, sous les 3 derniers gouvernements de droite, est devenu le premier exportateur de cocaïne dans le monde. Au contraire, le Venezuela a été déclaré territoire exempt de culture illicite par les Nations Unies en 2016, je crois, mais vous êtes toujours pointé du doigt pour le trafic de drogue. Où est la logique? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Comme le dit Eduardo Galeano. Et nous avons un secrétaire d'État américain qui, quand on lui dit que le Venezuela a été déclaré libre de cultures illégales, répond « Ce que dit l'ONU m'est égal ». Que devons-nous faire avec ces gens primitifs qui ignorent les institutions internationales, l'ordre juridique international, l'ordre international faible et fragile que nous avons? Même cela, ils l'ignorent. Défendre la vérité, diffuser la vérité et nous préparer sans cesse à la lutte. Être prêts sur nos gardes parce que nous faisons face à un gouvernement qui représente des idées extrémistes, qui ne reconnaît pas l'ONU, qui ne reconnaît pas la législation interne des États-Unis. Il y a une opinion croissante au sein de la population américaine
qui dénonce le fait que la législation interne n'est pas reconnue. Malheureusement, nous vivons une période qui ressemble, bien qu'avec de grandes différences, à celle d'Hitler et de Mussolini, qui ignoraient la Société des Nations. Monsieur le Président, 50 millions de dollars sont offerts à quiconque livrera Nicolás Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela. Quelle insulte! En tant qu'intervieweur, je dois rester objectif, prudent, mais jamais neutre. Personne n'est neutre. Nous avons tous des sympathies et des antipathies, des préjugés. L'important est de ne pas perdre l'objectivité. Mais dans ce cas précis, permettez-moi de dire clairement, avec ce manque assumé de neutralité, que je serai toujours aux côtés du Venezuela, terre des libérateurs et de son peuple héroïque. Nous nous connaissons depuis longtemps, Monsieur le Président, et je suis indigné par ces choses-là, par ces deux poids deux mesures, par cette insulte de mettre à prix la tête d'un président latino-américain, alors que d'autres présidents accusés de dizaines d'agressions sexuelles dirigent le monde ou prétendent le diriger. Que pensez-vous de ces absurdités de la part du gouvernement des États-Unis? C'est un film qui se répète, un mauvais film d'un cow-boy raté qui publie des avis de recherche. Nous avons déjà vu ces avis. C'est la même erreur qu'en 2020. Mais les acteurs étaient différents à cette époque-là. John Bolton à la Maison-Blanche, Mike Pompeo au département d'État, William Barr au département de la justice. La même histoire avec le même échec. C'était la première version de ce mauvais film. Cette deuxième version, comme je l'ai déjà dit, est rejetée par tout le monde. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, dans les Panama Papers, pourquoi n'y avait-il rien sur les présidents de gauche? Il n'y avait que des présidents de droite. Et absolument rien ne leur est arrivé. Ce sont toujours les mêmes. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Ils cherchent à créer une histoire, un narratif, pour criminaliser aujourd'hui les révolutionnaires qui ont combattu pour notre patrie. Il n'y a rien de nouveau. Combien de narratifs ont-ils créés contre Sandino? Un bandit, un terroriste, mais qui était Sandino? Les gens se souviennent de lui comme d'un libérateur. Combien de narratifs ont-ils créés contre Castro? Les gens se souviennent de lui comme d'un grand dirigeant. Combien de narratifs ont-ils créés contre Chavez? Combien de narratifs ont-ils créés contre les 30 000 disparus en Argentine? Aujourd'hui, on se souvient d'eux comme du trésor le plus précieux des fils et des filles d'Argentine disparus. Ils avaient différents narratifs. Par le passé, c'était le communisme. Ils ont renversé Jacobo Arbenz au Guatemala pour communisme. Ils sont intervenus en République dominicaine pour renverser Juan Bosch pour communisme. C'était en 1965. Alors que personne d'entre eux n'était communiste, Jacobo Arbenz se déclarait modernisateur capitaliste. En 1964, ils ont fait la même chose au Brésil, avec João Goulart. 50 ans plus tard, sous l'administration Obama, je crois, ils ont présenté des excuses officielles au Guatemala, à la République dominicaine et au Brésil. Parce que, désolé, ce n'étaient pas des communistes. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Même s'ils avaient été communistes, ils n'auraient pas dû être traités ainsi. Il y a 52 ans, ils ont renversé un humaniste, un grand démocrate, un grand président martyr, Salvador Allende. C'était l'époque où l'on accusait tout le monde d'être communiste. Plus tard, on a commencé à accuser tout le monde d'être terroriste. Ben Laden, Daesh, qu'ils ont créé eux-mêmes. La même chose avec les armes de destruction massive en Irak. Il y a toujours une histoire pour falsifier la réalité et justifier l'injustifiable. C'est donc un nouveau narratif maintenant. Soyez-en sûrs. Monsieur le Président, le cartel de Los Soles existe-t-il? Il y a le cartel du Nord qui est clandestin. 85% des milliards issus annuellement du trafic international de drogue sont dans les banques américaines. C'est là que se trouve le cartel, qu'ils enquêtent et le découvrent. Le blanchiment d'argent.
Pour lutter contre le trafic de drogue, il faut éliminer les paradis fiscaux. J'ai examiné les données fournies par la vice-présidente et je crois que plus de 500 milliards de dollars finissent chaque année dans les banques américaines, dans les banques légales. S'ils veulent enquêter sur un cartel, qu'ils enquêtent sur le cartel du Nord, parce que c'est depuis là, depuis les États-Unis, que tout le trafic de drogue en Amérique latine et dans le monde entier est contrôlé. Ils dirigent aussi le trafic d'opium, etc., etc. C'est aux États-Unis que sont les mafias et les vrais cartels. Comme l'a dit le grand écrivain Eduardo Galeano, dans la lutte contre la drogue, la responsabilité est partagée. Nous fournissons les morts, ils fournissent les narines. Pour terminer, Monsieur le Président, merci pour le temps accordé. Le Venezuela attache une grande importance à la coopération avec les pays des BRICS, notamment la Russie et la Chine. Comment de telles alliances, basées sur le respect et les avantages mutuels, contribuent-elles au développement du Venezuela et de l'Amérique latine? Nous menons une politique de porte ouverte aux investissements internationaux. D'importants investissements proviennent de toutes les parties du monde. Aujourd'hui, les relations et le partenariat avec la Chine sont stratégiques. Nous l'avons établi avec le président Xi Jinping en 2023. C'est pour ça que vous êtes devenu la cible principale des États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'ils considèrent la Chine comme leur adversaire stratégique. Mais ils doivent comprendre qu'il y a un autre monde. Ils ne le comprennent pas. Mais ils doivent comprendre que tôt ou tard, ce sera une réalité. Je tiens toujours, dans toutes les situations, à remercier la communauté d'affaires nationale de tous les secteurs, agricoles, agro-industriels, pharmaceutiques, métallurgiques, pétroliers, gaziers, touristiques, à remercier tous les commerçants du pays. Les menaces, les sanctions et les blocus ont fait ressortir le meilleur des Vénézuéliens. Et nous sommes devenus de grands entrepreneurs et experts en matière de travail, de vie et de production. Les difficultés nous ont permis de nous réinventer. C'est possible. Nous avons connu des succès et nous continuerons sur cette voie. Nous le savons, Monsieur le Président, mais le prix à payer a été extrêmement élevé. Espérons qu'un jour, nous connaîtrons un véritable ordre mondial où nul ne pourra bloquer un pays souverain par caprice, par intérêt, ou parce qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète. Cela arrivera, soyez-en sûrs. Cela arrivera et marquera le début de la grande liberté mondiale. C'est le combat, Monsieur le Président. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de vous voir et de m'entretenir avec vous, cher Nicolas. Et vous, chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans un nouvel épisode de l'émission Conversation avec Correa.